Bonjour, voici un nouvel épisode de la rentrée de la petite enfance, organisé par le site Les Pros de la petite enfance, en partenariat avec la FFEC, Fédération française des entreprises de crèche, la CEP, Association des collectifs enfants, parents, professionnels, et Accent Petite Enfance. C'est un événement qui est dédié à l'accueil collectif du jeune enfant. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Pauline Penaud, praticien hospitalier au Centre hospitalier intercommunal André Grégoire, et chercheur associé au Centre Population et Développement. Le docteur Penaud est l'auteur d'une étude transversale réalisée dans 2 crèches hospitalières de Seine-Saint-Denis ouvertes pendant le confinement. Une étude qui tend à montrer que les enfants ne participent pas ou peu à la diffusion du virus. Au cœur de nos échanges, les enfants, bien entendu, et le Covid-19. Alors, sont-ils à risque de formes graves? Quand ils sont atteints, sont-ils propagateurs? Eh bien, nous discuterons de tout cela avec le docteur Penaud. Nos échanges vont s'organiser en 2 temps. Un premier temps où nous ferons un bref retour en arrière sur le confinement pour savoir quel impact a-t-il eu sur les enfants. Dans un deuxième temps, le docteur Pauline Penaud nous parlera de son étude, la façon dont elle a procédé et les enseignements que nous pouvons en tirer. Et puis par ailleurs, nous aurons les questions des gestionnaires que nous avons recueillies qui vont nous permettre d'alimenter tout cet échange. Bonjour docteur, merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour. On peut commencer donc avec notre premier temps. Donc c'est un retour en arrière finalement sur le confinement pour savoir finalement quel a été l'impact de celui-ci sur les enfants. Alors, c'est une question qui est très large et qui dépasse beaucoup mon champ de compétences, mais globalement, les travaux convergent pour montrer que dans des territoires comme le nôtre, qui sont déjà des territoires fortement marqués par les inégalités sociales, le confinement et plus largement l'épidémie virale renforcent les inégalités. Elles viennent appuyer sur les inégalités sociales préexistantes et plusieurs travaux qualitatifs ont tiré la sonnette d'alarme, si vous voulez, sur le fait que quand les enfants sont à domicile, ils sont plus exposés aux risques alimentaires, aux risques de logements surpeuplés, aux risques d'accidents domestiques, aux risques de violences intrafamiliales, aux risques de décrochage dans les apprentissages, que ce soit les apprentissages préscolaires ou les apprentissages scolaires, et que c'est des paramètres qu'il faut avoir à l'esprit quand on prend des décisions de santé publique au nom de la sécurité sanitaire pour réduire, pour casser les chaînes de transmission virale. D'accord. Donc effectivement, l'idée c'était bien sûr de protéger la population et de protéger et les enfants, mais effectivement, il y a eu des impacts assez importants sur les enfants. Alors vous avez réalisé une étude transversale réalisée dans 2 crèches hospitalières ouvertes pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez procédé et les enseignements que l'on peut en tirer? À l'hôpital de Montreuil, où je travaille en Seine-Saint-Denis, la crèche a continué à fonctionner pendant le confinement pour pouvoir prendre en charge les enfants des parents réquisitionnés. Et il s'est passé la même chose dans un autre hôpital de notre groupement hospitalier, l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, qui s'appelle l'hôpital Robert Ballanger. Et on a poolé les effectifs de confinement de ces 2 crèches pour proposer aux parents qui travaillaient dans les unités Covid, donc directement au contact de patients à risque d'une part, et aux professionnels de la petite enfance qui ont été réquisitionnés sur cette période d'autre part, lorsqu'ils en étaient d'accord, lorsqu'ils le souhaitaient, de répondre à un questionnaire en face à face qu'on a fait très rapidement après la levée du confinement pour pas avoir de biais de mémorisation, pour que les souvenirs soient le plus frais possible, et d'autre part de faire une prise de sang pour une sérologie, une méthode validée par le ministère de la Santé de sérologie visant à chercher dans le corps les anticorps qu'on appelle les IgG dirigés contre le virus du Covid qui s'appelle le SARS-CoV-2 et qui témoigne d'une rencontre antérieure avec le virus. Et l'idée était de savoir si ces 2 populations avaient été exposées de la même manière et éventuellement d'essayer de retracer par l'historique des symptômes, l'historique des contacts, l'historique des tests de diagnostic moléculaire, pour le coup, qui aura été fait sur la période de confinement, c'est-à-dire les couvillons dans le nez, qui permet d'amplifier la séquence virale du SARS-CoV-2 pour déterminer qu'une infection est en cours ou récente, d'essayer de retracer comment le virus avait circulé dans ces 2 crèches.
Et notre hypothèse initiale, c'était que la population des soignants des unités Covid aurait été très fortement exposée, d'autant qu'en Seine-Saint-Denis, on a eu une épidémie assez précoce, au moment où les choses n'étaient pas encore tout à fait organisées, où on n'était pas encore tous systématiquement masqués. On a eu les premiers cas de Covid très tôt. Et donc, on a pensé que les soignants des unités Covid seraient massivement séropositifs et que le personnel de crèche le serait très peu, parce que l'hypothèse qu'on en faisait, c'est que contrairement au virus grippe, il y aurait très peu de circulation virale à travers les enfants. La première partie de l'hypothèse a été démentie par le travail, alors sous réserve de très petits effectifs et du fait que voilà, c'est des résultats modestes sur peu de personnes. Il s'est passé l'inverse, c'est-à-dire que les soignants des unités Covid étaient finalement assez peu touchés par l'infection en sortie de confinement. Ils étaient que 11 à 12% à être positifs, donc à avoir rencontré le virus. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que ça dit que les mesures barrières, ça marche. Le masque qu'on porte, nous soignants très volontiers dès qu'on est au contact de patients suspects d'une infection transmissible par voie respiratoire. Le lavage de mains qu'on a l'habitude de faire à l'hôpital, c'est nos pratiques quotidiennes, protège contre la transmission de ce coronavirus. À l'inverse, on a eu dans une des deux crèches une épidémie très précoce qui a probablement eu lieu fin février, avec près de la moitié du personnel de la crèche réquisitionné et quelques personnes non réquisitionnées qui n'ont pas été incluses dans l'étude, mais qui font partie de la myriade, si vous voulez, de reconstitution de la circulation du virus, qui ont été touchées. Et un peu moins à l'hôpital d'Aulnay, mais quand même un peu plus que parmi les services soignants. Et quand on reconstitue la circulation du virus, on voit que les professionnels de la petite enfance se sont contaminés entre eux, majoritairement elles, mais le masculin dominant faisant, il y avait un homme dans l'histoire, ils sont majoritairement contaminés entre eux, probablement sur des temps de repos, de pause cigarette, de pause café, de déjeuner, à un moment où on n'avait pas tout à fait conscience sur le sol français qu'il y avait une circulation épidémique et où donc personne ne prenait de mesures barrières dans la vie quotidienne, en dehors du cas spécifique des soins qui étaient apportés dans les services de maladies infectieuses ou de réanimation. Et donc, on s'est retrouvé avec un différentiel qui était dans le sens inverse de celui qu'on imaginait. Et on a complété à ce moment-là notre étude en étendant le recrutement aux parents qui n'étaient pas dans les unités Covid. Donc, on n'avait pas initialement inclus dans notre population d'études pour voir si ce personnel de crèche massivement infecté, une professionnelle sur deux, c'était beaucoup, avait contaminé à travers les enfants ou directement, mais très vite les parents ne pouvaient plus rentrer dans la crèche, donc ça aurait été essentiellement à travers les enfants, les parents des unités Covid et des unités non Covid, de toute la logistique, des services support, informatique, pharmacie, électricité, administratif, etc. Et là, on a eu des différences qui étaient telles que malgré les faibles effectifs, c'était statistiquement significatif que les deux épidémies ne croisaient pas. Et enfin, quand on a été regarder un petit peu ce qui s'est passé, on a regardé notamment chez les parents qui avaient des anticorps, donc qui avaient rencontré le Covid, et on a presque toujours retrouvé le contaminateur de façon extrêmement probable, c'est-à-dire le collègue, le binôme, la personne dans l'entourage familial, dans une minorité de cas, qui avait été identifiée Covid, documentée, et pour laquelle il y avait eu un contact rapproché, sans masque, dans un délai compatible avec une transmission. Donc, dans tous les cas, sauf 2 de mémoire, on a pu retracer quelque chose qui était tout à fait plausible en termes de chaîne de transmission. Et dans l'autre sens, au sein des crèches, c'est des gens qui travaillaient ensemble dans les mêmes sections ou qui avaient des temps communs dans les équipes de direction qui partageaient des bureaux, etc., qui se sont contaminés entre eux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la crèche d'Aulnay, où il y a eu moins de personnel de la petite enfance positif, aucun des parents d'enfants gardés dans la section où il y avait les personnes positives n'a été contaminé. Et à l'inverse, il y a eu 3 parents soignants positifs. Leurs enfants ont été gardés par des professionnels de la petite enfance qui étaient tous négatifs en sortie de confinement. Donc, à prendre avec toute la prudence d'une petite étude, mais dans ce cas particulier qu'on a regardé de très près en retraçant l'histoire de façon extrêmement attentive avec tous les parents et tous les professionnels que je remercie pour leur implication, on a vraiment le sentiment que les enfants ont très peu participé aux chaînes de transmission du virus, ce qui n'est pas du tout le cas avec d'autres virus, et notamment, ce n'est pas du tout le cas avec le virus de la grippe. Et est-ce que les pros de la petite enfance en question portaient le masque? Est-ce qu'il y avait des gestes barrières fortement appliqués?
On est très tôt dans l'histoire de l'épidémie, hein, quand on retrace nos infections. Alors, on les retrace par quelque chose de rétrospectif qui est la sérologie, mais dans plusieurs cas, on avait des PCR positives ou des symptômes qui nous ont permis de savoir à quel moment l'infection avait eu lieu. Elles ont eu lieu très tôt et donc, dans la majorité des cas, à un moment où le port du masque n'était pas généralisé en dehors des services hospitaliers. À Montreuil, la crèche n'a pas été équipée de masques pendant le confinement. C'est une crèche privée qui agit en délégation de service public et qui donc ne fonctionnait pas sur les stocks de l'hôpital. Et le personnel, pendant cette période de confinement, n'avait pas de masque, n'était pas masqué du tout. En revanche, très vite, ce qui a été mis en place, c'est une prise de température des enfants à l'arrivée. D'ailleurs, ils étaient tous apyrétiques, donc je pense que s'il y en avait qui étaient enrhumés, ils étaient sous Doliprane. Et une éviction des parents. Donc, on transmettait les enfants dans des berceaux de transition. C'était pas tout à fait anodin pour les parents, à un membre de l'équipe de direction qui prenait les transmissions et qui nous restituait l'enfant avec les transmissions inverses en fin de journée. Et donc, les parents n'entraient plus dans la crèche. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça montre bien que le contact, s'il existait entre les pros et les parents, passait par les enfants. À Aulnay, c'est différent parce que c'est une crèche de l'hôpital, une crèche hospitalière, c'est du personnel hospitalier qui travaille et donc ils avaient accès aux masques. Mais j'ai discuté avec la directrice de la crèche, on a repris très vite après le confinement la façon dont les choses s'étaient organisées et ils avaient la possibilité de mettre des masques s'ils le souhaitaient. D'accord. C'est pas facile quand on s'occupe de nouveau-nés, de nourrissons, de très petits enfants. Et donc, en pratique, le masque a été assez peu porté sur la période. Dans les deux crèches, la situation est différente maintenant et le personnel est beaucoup plus masqué. Mais je suis pas convaincue que ce soit très opérant de mettre des masques quand on est au contact avec des enfants très petits, avec des masques qui sont très très vite manipulés par les doigts, par de la salive, par de la bave. Et donc, je pense que c'est un peu illusoire comme mode de protection. D'accord. Alors ça, oui, je veux bien qu'on en rediscute effectivement et qu'on parle aussi de la contamination. Donc là, on a quand même une étude qui a eu, voilà, c'est des résultats qui sont rassurants, encourageants. Alors j'aurais une question notamment de la Fédération française des entreprises de crèches qui aimerait savoir si c'est désormais une certitude scientifique que les jeunes enfants sont faiblement contaminants et à faible risque de développer des formes graves. Je me méfie des certitudes scientifiques concernant ce virus parce qu'on en a beaucoup traversé et je pense qu'à trop ériger des certitudes un peu vite, on a perdu un peu en termes d'adhésion de la population à nos tâtonnements, à nos hésitations et à notre progression. Ce qu'on peut dire sans trop de danger, c'est que les enfants font peu de formes graves. C'est très rare. D'abord, ils font peu de formes symptomatiques. Quand ils sont symptomatiques, ils sont ce qu'on appelle paucisymptomatiques, c'est-à-dire ils ont des symptômes qui sont modérés, qui sont très aspécifiques. Et dans des très rares cas, il y a eu des formes graves qui ont été publiées chez l'enfant, soit d'infection virale elle-même, soit de complications immunologiques post-virales. Et ça reste d'une fréquence extrêmement basse. Ça, je crois qu'on peut le dire. Concernant la transmission, on a eu plusieurs éléments rassurants au début de l'épidémie, mais si je me faisais l'avocat du diable, je dirais que c'est parce que dans tous les pays touchés par le Covid, très tôt, les systèmes de scolarisation, les systèmes de regroupement d'enfants ont été fermés. En France, on a eu opportunément les vacances de février qui ont pris fin très peu de temps avant le confinement. Donc, il y a eu peu de, on va dire, peu d'exposition à travers les enfants, à travers un grand nombre d'enfants scolarisés à des transmissions secondaires. Le débat qui existe à l'heure actuelle, c'est de savoir si la minorité d'enfants symptomatiques ne serait pas finalement aussi contagieux que les adultes. Et ce débat, il est étayé par deux études qui montrent que les charges virales dans la gorge des quelques enfants qui ont des symptômes de Covid sont finalement aussi élevées que celles des adultes. Et puis, il y a eu quelques travaux américains qui ont montré, mais dans une ambiance comme celle des États-Unis, où il y a une forte polarisation politique, un déni présidentiel massif de l'épidémie en cours. Donc, des chercheurs qui deviennent très militants, qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant attention, on a vu dans le Utah, à Salt Lake City, un bébé de 8 mois transmettre un Covid probablement acquis à la crèche. Enfin, c'est pas vraiment une crèche, c'est un centre d'accueil d'enfants de 0 à 10 ans. Je sais pas très bien à quoi ça correspond, mais en tout cas, lui, il avait 8 mois, donc il avait l'âge crèche. Il aurait transmis un Covid à ses deux parents, dont il y a des raisons de penser qu'il l'aurait acquis en crèche. Donc, il y a quelques pistes pour dire que certains enfants pourraient être contagieux.
Encore une fois, si on se met dans un rapport populationnel et bénéfice-risque, ça reste marginal par rapport aux bénéfices qui est, je pense, important que les enfants peuvent tirer de la collectivité, des enseignements, des équipes pluridisciplinaires, du temps de psychomotes, de psychologues en crèche, d'enseignement, de créativité, enfin de tout ce que vous faites dans les crèches et de tout ce qui est fait dans les écoles. Si on met les deux en balance, je ne suis pas sûre que la balance soit favorable à la mise sous cloche des enfants. Très bien. Alors, on parle contamination, on a parlé du port du masque. Effectivement, le port du masque est devenu la règle pour les professionnels de la petite enfance. Mais ils peuvent effectivement retirer ce masque dans certaines circonstances face à un enfant angoissé ou voilà, dans ce type de cas. Pourtant, voilà, ça c'est une question de l'ASEP. Des professionnels peuvent être inquiètes à l'idée de retirer ce masque, même si elles sentent que l'enfant en a besoin. Et l'ASEP souhaiterait savoir s'il y a des exemples ou des remontées d'une contamination adulte-enfant dans l'enceinte d'une crèche. Oui, il y a quelques données dans la littérature de transmission, effectivement, à partir de cas index adultes. J'en ai plusieurs en tête. Alors après, c'est pas forcément l'âge crèche, parce que les crèches, en fait, c'est très franco-français, et la littérature Covid, elle est très internationale, et donc ça peut correspondre plutôt à du 0,5 ans, à un continuum entre crèche et école maternelle. Oui, c'est documenté. Encore une fois, je crois qu'il faut pas qu'on assène des phrases péremptoires. Si un professionnel est inquiet, bien sûr qu'il faut qu'il porte son masque, parce que ce qui est important, c'est qu'il soit bien confortable dans le fait de venir travailler, qu'il ne vienne pas travailler la boule au ventre. Sinon, c'est encore plus anxiogène pour l'enfant, évidemment. Et puis, ça va finir par des professionnels qui vont exercer un droit de retrait ou se mettre en arrêt de travail. Et je crois que ce n'est pas l'idée. Alors, l'idée, c'était aussi de dire que les professionnels, elles sont inquiètes, elles hésitent à enlever le masque parce qu'elles vont avoir peur de contaminer l'enfant. C'est plutôt dans ce sens-là aussi, c'est que voilà, elles peuvent ressentir le fait que l'enfant en a besoin parce qu'il est angoissé, stressé, et puis avoir ce doute en se disant mais si j'enlève le masque, je vais peut-être contaminer cet enfant. Donc toujours cette question du rapport bénéfice-risque. Alors, j'avais effectivement pas compris la question de l'inquiétude dans ce sens-là. Si l'inquiétude, c'est d'être soi-même vecteur, je pense qu'après, il faut raison garder. C'est-à-dire, quand on est symptomatique, il faut essayer de rester à la maison. Quand on a de la fièvre, quand on a des symptômes de perte d'odorat, du goût, de douleurs musculaires, articulaires, enfin voilà, des symptômes de virus aigus, c'est mieux de ne pas venir travailler en crèche si c'est possible sans mettre les collègues en trop grande difficulté. Et quand on est asymptomatique, c'est-à-dire quand on se sent bien, en bonne santé, on peut partir du principe que le risque est quand même faible d'être porteur d'un Covid, et qu'après, c'est le bon sens de tout professionnel dans l'exercice de son activité, de savoir à quel moment il doit montrer son visage à un enfant, comme vous disiez, extrêmement inquiet, à quel moment peut-être finalement le masque lui convient mieux. Je crois que le risque pour les enfants est vraiment tout à fait marginal. S'il y a des enfants immunodéprimés, c'est tout à fait différent, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient beaucoup en collectivité en ce moment. Pour des enfants immunocompétents, le risque me paraît vraiment très, très à la marge. Voilà, donc je dirais éviction du professionnel s'il a été en contact rapproché avec un cas Covid dans les 7 jours qui précèdent, ou s'il est symptomatique. Et dans le reste des cas, que chacun fasse selon son cœur et son bon sens, sans vouloir faire des réponses trop simpliste, mais parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver sur du temps long. Il faut que les professionnels soient bien. Moi, je serais assez curieuse d'avoir leur retour. Si vous avez des infos là-dessus, faites-les moi passer après. J'aimerais bien savoir quel est le ressenti des professionnels de la petite enfance sur la faisabilité des mesures barrières en crèche, sur ce que ça peut avoir comme retentissement, qu'est-ce que ça change dans la relation. Il y a des services de réanimation néonate qui ont tiré la sonnette d'alarme en constatant un retard développemental chez des nouveau-nés prématurés depuis qu'ils ne voient plus que des adultes masqués, et notamment qui voient leurs parents que masqués, et qui sont moins touchés. Je pense qu'il faut prendre en considération ces inquiétudes-là et ces remontées de terrain-là pour ajuster au mieux la relation qu'on met en place. La relation, ça passe par le visage, par les mots, par le toucher, par l'articulation de la bouche. Enfin voilà, tout ça me paraît important, et il faut réussir à trouver une balance entre la sécurité sanitaire et un environnement
sécuritaire pour le développement psycho-affectif des enfants. Donc, on dit que le virus se transmet essentiellement dans le cercle intrafamilial, ou en tout cas, voilà, assez souvent. Alors, j'ai une question d'accent petite enfance là-dessus, parce qu'on sait que les enfants peuvent être en contact avec leurs grands-parents, qui peuvent être des personnes à risque. Et donc, accent petite enfance, j'aimerais savoir comment on peut expliquer aux grands-parents de prendre leurs précautions avec leurs petits-enfants, et puis aussi comment expliquer aux enfants de garder leur distance avec leurs grands-parents. C'est une très bonne question. J'ai évidemment pas une réponse simple à faire. Ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant. On peut rien expliquer là-dessus. Je pense à un enfant de moins de 3 ans, ça me paraît illusoire. En revanche, un enfant de 10 ans qui va voir ses grands-parents peut tout à fait appliquer des mesures barrières si elles lui ont été expliquées et être en relation sur un mode moins corporel avec ses grands-parents. Donc c'est une question extrêmement difficile pour laquelle il n'y a pas de réponse toute faite. On ne peut pas jurer que les enfants ne transmettent jamais. On a le sentiment que les enfants asymptomatiques transmettent peu. Donc probablement le bon sens, jusqu'à plus de corpus de données scientifiques, voudrait qu'on dise que les enfants symptomatiques seraient mieux loin des grands-parents fragiles et qu'il vaut mieux organiser des retrouvailles quand les enfants n'ont pas de fièvre et pas de symptômes viraux que quand ils sont enrhumés avec d'autres virus saisonniers qui circulent, des rhinovirus, enfin des entérovirus, tous les virus des collectivités. Ça paraît une bonne mesure, et que les enfants qui sont un peu plus grands puissent appliquer des mesures barrières avec leurs grands-parents, ça me paraît possible. C'est pas la même chose qu'avec les professionnels qui les prennent en charge toute la journée, vous voyez. Je trouve que c'est pas la même chose de dire à une maîtresse de moyenne ou grande section de maternelle qu'elle peut jamais s'adresser à ses élèves sans masque, qui connaîtront jamais la moitié de son visage, qu'elle peut pas leur faire les phonèmes articulés, etc. Et de dire à une grand-mère qu'elle peut garder son masque quand elle voit son petit-fils ou sa petite-fille pendant une après-midi. Le professeur Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste, avait comme lui, ce serait favorable, on va dire, à ce qu'on fasse comme en Italie, un port du masque dès l'âge de 6 ans. Peut-être qu'en présence des grands-parents, ce serait quelque chose de raisonnable. D'accord. Très bien. Alors, on parle de ce port du masque, et vous avez évoqué le fait que le masque avait des impacts sur les enfants, notamment les tout petits. Il y a l'idée peut-être de généraliser les masques inclusifs. Donc là, c'est une question de l'ACEP. Voilà, est-ce que ça vous semble une piste intéressante, ce type de masque? Je connais pas assez bien, je m'en suis jamais servie. Les masques qui sont transparents, les masques. Oui, je sais, mais du coup, je sais pas très bien répondre parce que j'en ai pas d'usage personnel. Ça paraît mieux qu'un masque soit transparent s'il a les mêmes capacités de filtration, mais là s'arrête ma compétence. Là, l'idée, c'est pour que effectivement les enfants aient accès aux expressions du visage, ce qui manque énormément avec le masque actuel. Je suis d'accord. Ce qu'il faut voir, c'est s'ils filtrent de la même façon. Hein. C'est le même problème qu'avec les masques en tissu. On ne sait pas très bien comment ça filtre. On n'est pas tout à fait sûr que ça ait les mêmes performances sur des particules virales qui sont petites, qui font moins de 5 microns. Donc, ça diminue les gouttelettes parce que voilà, ça fait une barrière mécanique au postillon, au jet de postillon. Mais est-ce que ça barre la route à tous les virus? Je ne sais pas répondre, et je ne sais pas si quelqu'un sait répondre. Et après, ça pose les mêmes problèmes si on revient à la crèche que les masques opaques, au sens où un masque manipulé, énormément touché, qu'un enfant va enlever, va remettre, va pousser, sur lequel il va baver, et plus un masque étanche, et donc transparent ou pas, finalement, il ne sert plus à grand-chose une fois qu'il a été beaucoup manipulé. Moi, j'ai une petite fille de 12 mois, elle m'enlève mon masque 30 fois de suite quand je le porte à la crèche pour faire coucou. Je ne suis pas sûre qu'il y ait autre chose qu'une mesure citoyenne et symbolique de respect vis-à-vis des professionnels dans le port du masque une fois qu'il a été manipulé comme ça, transparent ou opaque. D'accord, très bien. Donc là, on parle masque, donc on parle protection contre le Covid-19. Et là, donc c'est une question de la Fédération française des entreprises de crèche qui explique qu'en tant que gestionnaire de lieux d'accueil, ils ont une triple responsabilité envers les enfants, envers les parents, envers les professionnels. Et la FFEC aimerait savoir, de votre point de vue, quelles sont les mesures indispensables de protection. Alors bien sûr, dans le respect du dernier guide ministériel sanitaire, mais voilà, quelles sont pour vous les mesures qui sont indispensables? C'est pas évident de répondre parce que toutes les mesures qui nous paraissent très efficaces entre adultes se heurtent à la difficulté de les décliner sur des enfants petits. Je trouve que c'est difficile.
Le lavage des mains, c'est toujours un bon plan, parce que si on diminue les épidémies de rotavirus, de virus en général, ce sera une bonne chose. Ça me paraît assez sûr. Je pense que la vaccination contre la grippe de toutes les populations qui ont une indication à la vaccination antigrippale, c'est une bonne chose parce que si l'épidémie de grippe survient, elle va faire brouillage avec l'épidémie de Covid. Donc ça me paraît une bonne chose aussi. Ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire si possible l'éviction au moins des adultes symptomatiques, voire des adultes et des enfants symptomatiques quand c'est possible, paraît raisonnable. Au-delà de ça, je trouve que c'est difficile parce que vous n'allez pas pouvoir empêcher les enfants d'interagir entre eux, ou alors si on les en empêche, c'est absolument épouvantable. De partager des jouets, parce qu'à nouveau, si on les en empêche, alors vraiment, qu'est-ce qui reste du vivre ensemble? Donc, j'ai pas de bonne réponse. Je pense qu'il faut qu'on accepte d'être en crèche, pas dans le risque zéro, quoi. Il faut vivre avec un tout petit peu de risque, et je comprends le point de vue des gestionnaires qui sont dans cette situation d'être je trouve pas le bon terme, mais de devoir répondre du risque sanitaire face à la fois à leurs salariés et aux parents des enfants dont ils ont la charge. Mais je crois que c'est une illusion de contrôler complètement ce risque. Peut-être il faut accepter un petit risque en crèche et peut-être que ça vaut le coup. Voilà. D'accord. Très bien. Vous parliez tout à l'heure de l'impact finalement de cette pandémie, parce qu'on a parlé au tout début du confinement, mais vous avez rappelé, on a rappelé un peu l'impact sur le développement de l'enfant. Est-ce que vous avez d'autres effets secondaires que vous avez remarqués sur le développement de l'enfant liés à cette pandémie et comment les professionnels peuvent-ils agir pour les minimiser, ces effets secondaires? Alors, encore une fois, je ne suis pas pédopsychiatre et donc je dépasse un peu mes compétences, mais ce qui est frappant, alors là, pour le coup, je prends ma casquette de mère de famille, pour avoir un enfant en crèche, un enfant en maternelle, un enfant en élémentaire, c'est la dispersion des niveaux de développement et d'acquisition au sein des classes, ou des classes au sens crèche, section du même groupe d'âge. J'ai le sentiment que cette épidémie a non seulement renforcé les inégalités, mais elle a renforcé la distance, si vous voulez, qu'il y a entre différents enfants en termes d'acquisition, de centres d'intérêt, d'étapes développementales, d'une façon qui est assez visible par une profane du sujet comme moi. Et je pense que c'est un sacré challenge pour les équipes. Si on revient à la crèche, on a bien vu qu'entre les enfants qui ont chez nous été gardés absolument tout le temps parce que on était des soignants réquisitionnés, et ceux qui sont revenus après plusieurs mois d'absence et qu'il a fallu complètement réadapter à la collectivité, il y a eu un gap énorme et ça a énormément mobilisé les équipes, et je les admire parce que ça a été très difficile de se retrouver avec des enfants qui avaient beaucoup régressé, qui étaient extrêmement inquiets, qui avaient été en collage avec leurs parents pendant plusieurs mois, qui avaient été dans les bras de personne d'autre que les parents, qui n'étaient pas sortis de la sphère domestique. C'était pas facile du tout de les réacclimater à la crèche. Et à côté de ça, des enfants qui avaient d'autres besoins, qui eux avaient été maintenus en collectivité, qui avaient vécu des effectifs plus réduits, donc plus d'attention individuelle, plus de portage, plus d'activités adaptées à leurs besoins. Et donc il a fallu être sur ces deux fronts en même temps. Et je pense que tout ça a effectif en général réduit avec un nombre, à mon avis, toujours très insuffisant de professionnels un nombre excessif d'enfants par professionnel, pour le prendre dans ce sens-là, plus que 1 sur 4, c'est jamais très bon pour pouvoir individualiser l'attention qu'on porte aux enfants. En maternelle, quelque chose de très semblable, avec des enseignants qui ont rapporté avec beaucoup de désarroi le fait qu'ils avaient face à eux des enfants qui étaient à des stades extrêmement différents de leur développement, des tout petits bébés qui sont arrivés pas propres à l'école maternelle, ou des moyennes sections qui avaient été très peu scolarisées et qui donc étaient encore tout à fait dans la dynamique d'une petite section à se rouler par terre le matin, et d'autres enfants qui avaient été énormément stimulés à la maison par des parents qui en avaient la possibilité, le temps, les outils, on va dire intellectuels et culturels, je ne sais pas comment il faut le formuler, et puis des enfants qui avaient vécu de l'angoisse, des temps très solitaires parce que les parents devaient télétravailler en même temps ou être absents ou s'occuper être sur plusieurs fronts à la fois. Et voilà, en maternelle et aussi en primaire à un autre niveau, des
des enfants très éclatés dans l'attention qu'ils requièrent des professionnels. Et ça, je trouve qu'il faudra le prendre en compte réellement. Et donc, évidemment, de toute urgence, avoir beaucoup plus d'encadrants pour les enfants, plutôt que de fermer les écoles, faire des petits groupes à l'école, faire des petits groupes en crèche, des sections avec peu d'enfants, des professionnels qui, du coup, peuvent se remplacer plus facilement en cas d'absence. Et donc, oser ne pas être là sans avoir l'impression de faire un coup épouvantable aux collègues et qui peuvent du coup vraiment individualiser et affiner leur prise en charge aux besoins de l'enfant. Je pense que ça ferait souffler tout le monde si on avait plus d'adultes bien formés, qui se sentent en sécurité et qui se sentent écoutés pour s'occuper des enfants au moment de ce challenge quand même social extrêmement fort qui est la traversée de cette pandémie. Alors, une dernière question de la FFEC. Effectivement, la fédération est régulièrement consultée. Elle aimerait savoir si vous avez des recommandations d'évolution des pratiques des pros de la petite enfance qu'ils pourraient remonter au ministère pour améliorer justement le bien-être des parents, des professionnels ou des parents pendant cette pandémie. Je vais redire ce que j'ai déjà dit, que je pense qu'il faut arrêter d'avoir ce prisme crispé sur la sécurité sanitaire dure, on va dire. Vous voyez, c'est la transmission du virus, l'étanchéité des contacts avec les enfants. Je crois qu'il faut lâcher prise de ça, que c'est très difficile à décliner en crèche, qu'il faut accepter que ce sera un peu poreux, qu'il y aura des mailles ouvertes au passage du virus et qu'il faut déporter, à mon avis, ça n'engage que moi, l'effort, l'investissement des équipes sur l'individualisation de l'attention portée aux enfants et l'individualisation de l'attention portée aussi aux professionnels qui ont besoin de temps de soutien, de groupes de parole, de temps en équipe. Il y a plein de choses qu'on a observées. On a eu des remontées de terrain de jeux qui ont été créés, qui sont des jeux avec mesures de distanciation physique hyper créatifs, ultra drôles, des poules renards vipères avec des 1,50 m entre les gens, et du coup le 1,50 m devient le challenge, il faut réussir à le tenir. Enfin, je pense que dans le collectif peuvent émerger beaucoup de choses à condition que les professionnels soient en nombre suffisant, et le vrai combat il est là. Je pense qu'il faut qu'on ait une politique de la petite enfance en France qui soit beaucoup plus ambitieuse, avec des professionnels bien formés, bien payés et en nombre suffisant. J'espère qu'on y arrivera. Bon, très bien, merci. Merci Dr Penaud pour votre éclairage sur le sujet des enfants et du Covid-19. Et à très bientôt pour une nouvelle session de la rentrée de la petite enfance.